Bonjour, bienvenue sur le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dag, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. C'était aussi un peu une question de fierté pour moi que de réussir à mener ce projet à bien jusqu'au bout. Je pensais pas être amenée à faire ça. Je l'ai vu comme un challenge qui m'a un tout petit peu déstabilisée au début et j'ai appris sur le tas finalement. Il a fallu me faire confiance malgré tout et surtout être capable de chercher autour de moi l'aide, soit par l'aide ou l'inspiration en réalité, sur la bonne façon de faire. Laure Debos co-dirige Epsilon, une structure issue de la fusion de 3 entreprises apportant chacune ses compétences et sa culture. Epsilon est le spécialiste du data marketing au sein du groupe Publicis. Elle explique comment l'écoute et la volonté de partager sont la clé pour donner du lien et des valeurs communes aux équipes. Cette fusion réussie se manifeste par la force des idées qui naissent de la différence. Dans cet entretien enregistré, vous l'entendrez exposer comment elle co-dirige Epsilon en parlant des conditions de la confiance, du respect mutuel, des prises de risques et des débats. Vous entendrez Laure raconter comment elle a transformé des concurrents en ambassadeurs d'un projet qu'elle avait coordonné. Vous l'entendrez partager son témoignage de la difficulté rencontrée par les femmes pour convaincre alors que leur expertise est reconnue. Elle aborde le sujet de la mixité dans l'univers scientifique et chez les dirigeants des entreprises. Et elle explique l'importance du partage et de la planification des tâches domestiques pour la trajectoire professionnelle des femmes. Une rôle modèle, comme on apprécie vous les proposer dans Leçon de Victoire. Sincèrement, simplement, authentiquement, Laure Debos partage avec vous son parcours. Bonne écoute. Bonjour Laure. Bonjour. Je voudrais vous renvoyer tout de suite en enfance et j'aurais bien aimé que vous me disiez si vous aviez déjà un projet professionnel quand vous étiez petite. Alors, je me projette et évidemment, je rêvais d'être archéologue quand j'étais enfant. Je suis restée quelques années quand même avec ce rêve qui est probablement dû quand même à la télévision et à Harrison Ford dans Indiana Jones. Heureusement, je suis rapidement revenue à des choses plus réalistes et je voulais plutôt être journaliste après ça. Et vous étiez une craque en maths ou pas du tout encore à l'époque ? J'étais, disons, mauvaise dans aucune matière, ou du moins je réussissais à m'exprimer dans un peu toutes les matières les plus littéraires comme les plus scientifiques. Et c'est ce qui fait que le journalisme me plaisait parce que finalement il pouvait toucher à tous les sujets et j'étais en réalité très curieuse. Tout me plaisait. Histoire, géographie, les mathématiques, les lettres, tout. Je vous ramène à aujourd'hui et je vous envoie dans une salle de réunion. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans une salle de réunion avec plein de monde, mais imaginez que vous y êtes, on fait un tour de table. Arrive votre tour, vous ne connaissez pas les participants et c'est le moment de vous présenter. Qu'est-ce que vous dites ? Bonne question. D'abord, je serais très contente de revenir dans une salle de réunion bientôt, le plus tôt possible. Je pense que je me présente d'abord moi, en fait, qui je suis en tant que personne, dans quel univers je travaille, dans quel univers j'évolue, où je vis, et quel est mon quotidien. Voilà, tout simplement soi. Plus que le titre ou la fonction.
qui on est. Parce que c'est moins important, pourquoi est-ce que vous le diriez après? Parce que c'est plus sincère, plus authentique et que ça permet d'aller à la rencontre des gens à qui on se présente plus vite, en fait, plus simplement, je pense. Il y a beaucoup derrière les titres et derrière les fonctions, il y a beaucoup d'imaginaire, de perception et parfois d'idées préconçues. Je pense que c'est toujours plus simple de dire tout simplement qui on est et d'expliquer après en quoi ça consiste. Aujourd'hui, votre objectif professionnel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mon objectif professionnel. Aujourd'hui, je suis dans une aventure professionnelle très intéressante. Je travaille donc dans le groupe Publicis qui a lancé une nouvelle entité il y a un an dont j'ai la responsabilité, comme je le disais. Cette nouvelle entité, en réalité, c'est la fusion de 3 entreprises. Une qui appartenait depuis longtemps à Publicis, une qui a été achetée il y a 6 ans et une autre dont Publicis a fait l'acquisition il y a très peu de temps, il y a un an. Et mon projet professionnel de tous les jours, c'est de réussir à créer une unité entre 3 équipes, entre 3 très grosses équipes qui ne se connaissent pas, n'ont pas la même culture, ne parlent pas la même langue au quotidien dans le travail, de donner à ce nouvel ensemble des liens, des valeurs, et de réussir à être aussi performant en étant gros et massif et puissant qu'en étant des startups agiles et indépendantes comme les 3 sociétés avaient pu l'être en amont. Ça, c'est aujourd'hui mon quotidien. Non, j'ai encore quelques années pour y arriver. C'est pas des choses qui se font rapidement, mais c'est du coup un projet professionnel qui est à la fois un projet d'expertise. On doit être les meilleurs dans notre domaine, mais aussi, et c'est ce qui me plaît beaucoup, un projet qui est beaucoup autour de l'humain et du collectif. Qu'est-ce que vous avez comme recette? Qu'est-ce que vous avez tenté et mis en œuvre pour que justement la mayonnaise prenne entre les équipes? J'ai pas de la recette magique et je la cherche tous les jours. C'est mon quotidien. Mais je pense quand même que le tout premier ingrédient de la recette, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. À la fois d'écoute de chacune de ces 3 entités, comme je le disais, écouter les ressentis, les besoins, les attentes, et d'aller chercher ce qui n'est pas formulé. Mais aussi de réussir à imposer l'écoute comme une valeur d'entreprise pour que, au-delà de l'écoute que je peux apporter moi à mes collaborateurs, qu'entre eux, ils s'apportent entre eux cette même écoute et cette même volonté de partage. À partir du moment où on a mis en place les solutions de communication, j'aime pas beaucoup le mot de communication qui est un peu pareil, hein, on y met beaucoup de choses. En tout cas, simplement aller les uns vers les autres et chercher à se comprendre. À partir du moment où on a ces ingrédients-là qui sont réunis, en général, ça fonctionne bien et on commence d'ailleurs à en voir les effets. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par des équipes qui parce qu'elles sont différentes, réussissent à faire naître de leurs différences des idées qu'elles n'auraient pas été capables d'avoir chacune de leur côté. C'est vraiment la richesse du brassage, de la mixité, de la culture. Et là, justement, le fait d'être différent, le fait de venir de 3 horizons, de 3 histoires différentes et d'avoir des cultures différentes, au lieu d'être un obstacle, devient une force. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors, le quotidien, c'est comme beaucoup et comme tout le monde sans doute, est très très chargé. Et donc c'est vrai que il faut pour se lever le matin y trouver, et ça c'est important, trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce qui me motive et ce qui m'apporte du plaisir dans mon quotidien, c'est vraiment les interactions. C'est le fait d'apprendre au contact de mes collaborateurs, de mes clients, de mes partenaires, et de créer ensemble des choses nouvelles. Il y a rien de pire au quotidien, puisqu'on parle de ce qui motive au quotidien, il y a rien de pire qu'une journée pendant laquelle on parle à très peu de monde et on travaille sur ces dossiers sans réussir à finalement être dans l'interaction, finalement être dans la création. Et elles sont toutes intéressantes, hein, d'ailleurs. Hein. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup en travaillant avec toutes les fonctions de l'entreprise et pareil de la même façon en écoutant beaucoup nos clients, en écoutant beaucoup nos partenaires. Chaque occasion finalement et chaque rencontre, qu'elle se fasse à distance comme on le fait maintenant ou en présentiel, est toujours l'occasion d'apprendre et d'avancer. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez un rôle modèle ou une rôle modèle?
J'en ai un. Alors, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais qui est restée très importante pour moi. C'est une femme qui occupait un poste de manager dans ma toute première année de vie professionnelle, et qui, alors j'étais jeune et beaucoup observatrice finalement de ce qui se passait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et cette personne-là avait une capacité de motiver et d'embarquer les équipes qu'elle avait avec une bienveillance, un sourire et en même temps une fermeté et beaucoup d'autorité. Et c'était intéressant de voir à quel point l'autorité n'était pas du tout opposée à la bienveillance et à un travail agréable. Elle m'impressionnait beaucoup, et même si j'ai plus beaucoup d'occasion de la rencontrer, elle m'impressionne toujours beaucoup. Et le jour où j'aimerais beaucoup finir par lui ressembler un jour. Est-ce qu'elle sait que vous l'admirez? Alors probablement pas. C'est une bonne remarque. Je suis pas sûre d'avoir eu l'occasion de lui dire. Il faudra que je le fasse un jour. Et est-ce que au quotidien vous avez des alliés, ou en tous les cas quels sont vos alliés? Est-ce que j'imagine que vous en avez? Oui, oui, bien sûr, j'ai des alliés au quotidien. Alors, en réalité, je co-dirige Epsilon, et mon tout premier allié, c'est Sylvain Bélier, qui dirige Epsilon avec moi. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Vous voyez, c'est encore cette preuve de la force de la différence. Sylvain vient d'un univers qui est complètement différent du mien. On a ensemble la responsabilité de la société qu'on gère, de Epsilon, et c'est mon premier allié. Cette capacité en restant en confiance, à débattre et à débattre de nos points de vue différents sur tous les sujets qui ont trait à la société ou au marché dans lequel on évolue. C'est vraiment mon premier allié. Après, j'ai des alliés dans le groupe et chez mes partenaires. Évidemment, c'est très important. Qui sont beaucoup des hommes d'ailleurs, et c'est intéressant, qui sont des alliés, comment dire, avec qui je peux avoir une vraie parole de vérité, une vraie confiance, et qui sont vraiment des soutiens au quotidien. Vous avez dit que vous co-dirigiez, j'imagine que vous n'avez pas choisi le co-dirigeant. Non, je n'ai pas choisi, en effet. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à trouver ce mode opératoire où vous êtes à la fois en confiance, où vous avez envie de débattre avec bienveillance, parce que c'est pas une situation facile de co-diriger. Alors je pense que là, c'est quand même aussi la chance, et sans doute au niveau de la direction de Publicis, beaucoup de pertinence dans les choix et dans les nominations. Mais comment dire, on a eu la chance de tomber l'un sur l'autre, et c'est vrai que une co-direction aurait pu moins bien se passer qu'elle ne se passe à date. On a des profils qui sont très différents, mais qui finalement et des parcours qui sont très différents, mais finalement beaucoup de respect l'un pour l'autre dans nos différents parcours. Et puis un même goût de l'effort, un même goût du travail, une même façon de gérer les équipes. Donc malgré nos différences, on a un certain nombre de points communs qui font que cette co-direction fonctionne très bien. Et pour tout vous dire, au démarrage, alors comment on en est arrivé à co-diriger? Au démarrage, en réalité, nous étions 3, puisqu'il y avait 3 entités qui fusionnaient. Le choix assez simple était de faire un trio avec les 3 patrons des 3 entités. On s'est malgré tout, même à 3, très très bien entendu, et ça a très bien fonctionné. L'un des 3 a finalement fait le choix d'orienter sa carrière professionnelle vers dans un autre domaine, tout simplement. Et voilà, je n'ai pas choisi Sylvain, mais effectivement, on s'est retrouvés tous les deux. Et c'est intéressant de voir que malgré les craintes, et bien sûr on en a eu, malgré les craintes, en étant tout de suite, de part et d'autre, très vrai et très simple sur nos attentes, sur nos visions, sur nos incertitudes, on a su tout de suite mettre de la confiance là où il y aurait pu avoir de la défiance, et il y aurait pu avoir des difficultés à travailler ensemble. Alors après, il y a aussi
une confiance et un risque. En fait, ça a été aussi le résultat d'une prise de risque. C'est-à-dire que il a fallu accepter de se mettre en danger, de prendre des risques, de donner son opinion, de parfois l'imposer son opinion. Et finalement, prendre ces risques-là, ça a été rendu possible par le fait qu'on avait, avec beaucoup de simplicité, mis en place les conditions de la confiance. À 3 d'abord, à 2 ensuite. Je voudrais vous faire parler de votre parcours professionnel en l'illustrant en particulier par une période dont vous êtes la plus fière, une réussite professionnelle qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il y a eu, il y a eu de nombreux rebondissements dans ma carrière, parce que finalement, tout en ayant un parcours qui est, tout en étant resté beaucoup d'années chez Publicis, j'ai beaucoup bougé à l'intérieur de ce groupe. J'ai eu beaucoup de rôles différents. Et un de ces rôles a consisté, il y a quelques années, à réussir à créer un projet qui implique un certain nombre de partenaires qui étaient des concurrents entre eux. Je m'explique, et sans rentrer trop dans le détail non plus. On avait comme projet, et nos clients nous le demandaient, de réussir à comparer l'efficacité de différents médias sur la publicité. Et notre volonté, c'était de faire justement une étude qui permette de comparer l'efficacité de tous ces médias. Faire ça sans travailler avec ces médias-là, les grands médias, les grandes chaînes de télévision, les grands sites internet, c'était impossible. Or, on avait vraiment besoin de le faire. Donc, il a fallu aller voir chacun de ces médias, le convaincre de travailler avec nous à ça, mais surtout le convaincre de travailler avec ses concurrents et avec nous. Et pendant plusieurs mois, mener l'ensemble du projet avec de très nombreuses difficultés techniques, des difficultés financières, en pilotant et en manageant, en animant finalement une vingtaine de partenaires, tous concurrents entre eux. Ça n'a pas été de tout repos. J'ai bien failli y laisser ma patience et parfois peut-être ma santé, mais on a fini par y arriver. Et ça, j'en suis vraiment extrêmement fière, parce que les voir tous sur une scène lors d'une conférence pour présenter leur étude commune, tout en respectant leurs différences, tout en respectant la concurrence qui existait entre eux, mais en réussissant à les mettre ensemble, c'était pas une petite victoire. C'est un projet qui a duré combien de temps? C'est un projet qui a duré 8 mois. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit ou fait pour les fédérer, pour les rassembler, pour les faire rester? Est-ce que je le sais seulement, ce qui a réussi à les faire rester? Je suis pas sûre que ce soit forcément des mots ou des actes. Je pense que ça a bien fonctionné, ça a fini par réussir. J'ai fini par réussir parce que j'ai pris le temps de faire vivre le collectif, mais de continuer à travailler avec chacun d'entre eux, en one-to-one à côté. Et donc, c'est ça finalement qui m'a appris ce que je mets en application aujourd'hui. C'est parce que je les ai beaucoup écoutés, que chacun séparément, que j'ai pris le temps, et d'ailleurs avec mes collaborateurs, évidemment pas toute seule, que j'ai pris le temps d'entendre ce qui pouvait les inquiéter, d'entendre ce que toutes les difficultés à se comparer les uns aux autres, à travailler avec leurs concurrents pouvaient générer chez eux, qu'ils se sont sentis en confiance sur le fait qu'ils allaient être respectés dans ce partenariat et qu'ils ne prenaient pas que les risques étaient limités et que tout se passerait bien pour eux. Je pense que c'est vraiment ça qui a marché. Et finalement, ça n'a jamais été exprimé. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez perdu des partenaires en cours de route ou tout le monde est resté jusqu'au bout? On n'a pas perdu de partenaires. Tout le monde est resté jusqu'au bout. On en avait sollicité plus, et effectivement certains n'ont pas donné suite, mais très rapidement finalement ils ont pas été ouverts dès le début. Et on a réussi à garder ceux qui dès le début se sont dit que il fallait au moins essayer. En revanche, on a eu quelques difficultés à la toute fin malgré tout avec un partenaire en particulier où les craintes étaient encore fortes et il a fallu jusqu'au dernier moment être très attentif à ce que les intérêts de chacun soient préservés. Mais tout le monde, même s'il a fallu faire quelques aménagements pour que ça se passe bien, tout le monde est resté jusqu'au bout. Et tout le monde est devenu en plus l'ambassadeur de ce projet commun.
une fois le projet terminé. Est-ce que cette capacité à fédérer, à mener des gros projets avec des multiples partenaires, c'est quelque chose que vous aviez déjà vécu dans le passé, avant ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de mener? Non, c'était vraiment la première fois. Très sincèrement, je me croyais pas capable de le mener. J'ai bien souvent eu la boule au ventre et l'impression d'être en haut d'un précipice à chaque rendez-vous avec l'ensemble de ses partenaires. Ça m'a appris à demander de l'aide parce qu'il m'en a fallu. Donc c'est pas simple parce que finalement c'était aussi un peu une question de fierté pour moi que de réussir à mener ce projet à bien jusqu'au bout. Je pensais pas être amenée à faire ça. Je l'ai vu comme un challenge qui m'a un tout petit peu déstabilisée au début, et j'ai appris sur le tas finalement. Il a fallu me faire confiance malgré tout, et surtout être capable de chercher autour de moi l'aide, soit par l'aide ou l'inspiration en réalité, sur la bonne façon de faire. Est-ce que le fait que vous soyez une femme est rentré en ligne de compte dans ces difficultés? Est-ce que vous vous êtes dit que c'était à la fois un obstacle ou est-ce qu'au contraire, ça a été un facteur de réussite? Alors je pense, la réponse ne me plaît pas forcément, mais je pense que ça a été un facteur de réussite. Parce que il y avait probablement de la part des partenaires un a priori probablement un peu positif, et de confiance et d'écoute. Dit de manière un peu plus négative, je devais leur paraître un peu moins dangereuse qu'un homme sur la gestion de ce type de projet. Donc ça a été un facteur de réussite, je pense, mais j'en suis pas fière pour autant. Parce que c'est la contrepartie de ce qui peut poser problème parfois dans certaines relations avec d'autres types de partenaires quand on est une femme. Vous avez d'autres expériences où vous vous êtes dit on en est là parce que je suis une femme? Positivement ou négativement? Les deux? Oui, bien sûr. Et oui, des expériences, alors partenaires, clients, internes, oui. On peut encore, et c'est étonnant malgré tout maintenant, on peut encore avoir un manque de considération, avoir un manque de, comment dire, quand bien même l'expertise est prouvée et reprouvée, et on peut encore avoir des situations où être une femme, le mot est un peu fort, mais est un handicap. Disons qu'il faut redoubler d'efforts pour avoir le même pouvoir de conviction qu'un homme. Il y a une belle phrase comme ça, je crois qu'elle est de Simone Veil, et elle est vraie, et moi, ça je l'ai vécu à plusieurs reprises, c'est l'égalité sera réelle entre les hommes et les femmes quand on mettra à même niveau de poste une femme qui n'a pas les compétences pour l'avoir. Alors je crois que la phrase est mieux formulée, je la retrouverai. Mais voilà. Vous êtes dans un univers qui est quand même assez masculin. Vous avez fait une grande école d'ingénieur, vous êtes sur un sujet de data, de statistiques, on disait de mathématiques. Donc c'est un univers très masculin, vous confirmez? Je confirme. Et est-ce que être une femme dans un univers masculin, c'est inconfortable ou c'est au contraire très confortable? Alors, sincèrement, j'ai même du mal à vous le dire parce que je ne me pose pas cette question-là. C'est mon univers, il a toujours été comme ça. Je ne fais pas la distinction entre hommes et femmes quand je pense aux gens qui m'entourent. Il m'arrive très souvent d'être la seule femme dans des réunions. C'est un constat, ça n'a jamais été un poids, ni une opportunité. C'est un fait. Aujourd'hui pour moi. Voilà. Je disais l'inverse. En fait, il existe dans des situations dans lesquelles être une femme peut être compliqué, mais vivre au quotidien dans un univers masculin, ça n'est qu'un fait. Ça n'est ni un poids ni inconfortable. En revanche, c'est un fait qui est dérangeant. C'est que quand on est dans les statistiques et qu'on analyse différents types de populations toute la journée,
c'est quand même pas normal ni naturel que cet univers il soit encore aussi masculin. Pourquoi est-ce qu'il est aussi masculin en fait? Alors il y a deux choses, c'est que il y a l'univers des mathématiques, de la science qui effectivement est encore un univers masculin. J'ai participé à de nombreux groupes de travail sur la question, à la fois dans des grandes institutions, puis avec des grandes entreprises qui se posent ce genre de questions aussi. C'est difficile de comprendre pourquoi. On sait que les jeunes filles choisissent moins souvent. J'ai même travaillé dans des groupes de travail avec différents types de jeunes filles, d'âges différents, pour les comprendre et savoir un petit peu quelle était la façon de penser. On sait que les jeunes filles se projettent moins dans ces métiers-là, n'imaginent pas que ces études sont faites pour elles. On ne sait pas en réalité pourquoi. Donc c'est probablement encore une question d'éducation. Il faudrait aussi remonter aux générations précédentes et aller voir le corps enseignant et travailler cette question-là vraiment au plus tôt finalement, au collège ou peut-être même avant. Donc ça c'est le premier point, c'est comment on fait pour réussir très tôt dans la vie de la jeune fille à lui faire comprendre qu'il n'y a absolument aucune barrière pour elle à aller dans les métiers scientifiques et dans les études scientifiques, et que ça lui est complètement ouvert aussi. La deuxième chose, c'est que si je croise peu de femmes, c'est aussi parce que je suis maintenant à un certain niveau de direction. Et même si Publicis, pour le coup, fait beaucoup d'efforts, est très attentif et naturellement assez mixte, en plus en étant dans le monde de la communication, on a malgré tout de moins en moins de femmes, plus on monte dans la hiérarchie. Et ça, je pense que c'est un double effet. Je pense qu'il y a, selon les entreprises, il y a effectivement un phénomène de sélection inconsciente. Je pense pas du tout que ce soit conscient, ou de réseau ou de pairs entre hommes. Mais il y a aussi, et il faut le dire, il faut qu'on en ait conscience, comme les jeunes filles au collège, il y a aussi beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas accéder à ces niveaux-là, qui pensent qu'elles ne peuvent pas jongler avec leurs différentes vies, vie de mère, carrière professionnelle, vie de femme tout simplement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à déconstruire ces images-là, ces perceptions-là, parce que on peut tout à fait réussir à mixer les deux. Alors, on espère que ce podcast aura ce rôle-là. Est-ce que vous, au quotidien, dans votre travail quotidien, vous essayez aussi de convaincre les jeunes femmes que leur avenir n'est pas prédéterminé, n'est pas limité, qu'il n'y a pas le plafond de verre nécessairement au-dessus d'elles? Oui, bien sûr. Et c'est pas et en réalité c'est pas simple. On va tout de suite sur des questions très personnelles. Finalement, les femmes qui ont les capacités et qui se limitent dans leur ascension, c'est des femmes qui veulent tout simplement pouvoir voir leurs enfants, gérer leur vie de famille, être suffisamment présentes. Donc on arrive très vite, pour les femmes que j'ai pu accompagner sur ces sujets-là, on arrive très vite sur des sujets très opérationnels, sur la répartition des tâches ménagères, sur la gestion des maladies, des enfants, voilà. Les questions ne sont que celles-là. En tout cas, dans mon expérience et pour les femmes que j'ai pu accompagner sur ces sujets, j'ai rarement eu d'autres sujets plus profonds à traiter. C'est une question de moyens. C'est parfois une question de confiance en elles, mais de moins en moins, je pense. Est-ce que vous avez réussi à atteindre ce niveau hiérarchique? Est-ce que vous savez analyser ce que vous avez mis de vous? Qu'est-ce que vous avez fait comme organisation? Est-ce que vous avez des stratégies, des outils que vous avez déployés, que vous pourriez partager? Alors oui, j'ai d'abord, j'ai nécessairement, par nécessité, d'abord optimisé effectivement mon organisation. Comme on le dit souvent, c'est une orchestration vraiment très précise, parce que le moindre grain de sable vient tout de suite compliquer l'organisation. Donc il faut être très organisé dans la gestion comme je le disais, des tâches domestiques, de l'organisation des journées des enfants.
Et ça c'est la première chose. Après, je pense que c'est aussi ce que j'ai pu mettre en place, c'est au début, ou quand mes enfants étaient en bas âge, je me suis imposé à moi-même des règles fixes, et je suis même allée jusqu'à imposer à mon entreprise des règles assez strictes pour que, au-delà d'une certaine heure, je me consacre à mes enfants et plus à mon travail. Et c'est ce qui m'a permis, là maintenant ils sont un petit peu plus grands, c'est ce qui m'a permis, je pense, de réussir, c'est-à-dire que le temps que je passais au travail était un temps très efficace, mais le temps que je passais avec mes enfants était aussi, même s'il était court et sans doute pas assez important, on me l'a parfois reproché, il était d'une très grande qualité. Voilà, donc je pense que être capable alors c'est pas vrai à tous les moments de la vie d'ailleurs, hein. C'est vrai surtout quand les enfants sont petits, mais être capable de se réserver des plages de temps où on leur est dédié, où on profite vraiment de ces moments avec eux, et de réussir à l'imposer aussi au travail, le soir en particulier, bah ça a finalement été, j'ai pris le risque de le faire, ça a finalement été compris. J'aurais pu on aurait pu me retirer de certains dossiers, on aurait pu finalement me déprioriser sur des choses intéressantes. Au contraire, on m'a respecté davantage. Ça n'a pas été un problème, et ça, je le dois aussi à une entreprise qui a eu cette bienveillance-là. Après, est-ce que c'est de la bienveillance ou est-ce que c'est juste normal? En tout cas, j'ai la chance d'avoir été dans une entreprise qui a été extrêmement respectueuse de ça. Et puis la dernière chose, c'est que j'ai pas la chance d'avoir ma famille, les grands-parents auprès de moi dans la région, donc il a vraiment fallu se débrouiller complètement. Mais j'ai un époux qui a été aussi très actif à ce moment-là. Ça, je pense que c'est indispensable. Dont je ne dirais pas qu'il m'a aidé, mais qui a été autant que moi responsable de la gestion des enfants. Ça a été vraiment notre problème à tous les deux. Et puis la dernière chose, c'est ne pas se laisser impressionner par la complexité de la tâche. C'est faisable en réalité, parce que ça a toujours l'air plus compliqué que ça ne l'est réellement. C'est-à-dire que finalement, je vais donner un exemple concret. Finalement, quand on explique aux enfants que s'ils restent à l'école plus longtemps le soir, à la garderie plus longtemps que les autres enfants, finalement, quand ils rentrent à la maison, les devoirs sont faits. Ils savent que ce travail qui leur impose de rester un peu plus longtemps à l'école, c'est quelque chose qui me plaît, qui est intéressant, dans lequel moi je m'épanouis. Ils me voient épanouie dans ce travail-là. Et puis une maison qui est restée sans plusieurs heures, une maison dans laquelle les enfants sont moins présents, c'est finalement une maison qui a moins besoin d'être nettoyée, tout simplement. On a besoin d'y passer moins de temps. C'est très concret, hein. Je suis désolée d'aller sur des sujets tellement pragmatiques et tellement concrets, mais c'est la vraie vie des femmes. Je suis tout à fait d'accord. Il faut dire que il y a plein d'événements qui peuvent paraître compliqués, qui sont tout à fait surmontables. Effectivement, il faut essayer, il faut s'en donner les moyens. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec votre approche. Et la dernière chose, c'est que il faut aussi se donner les moyens d'échouer de temps en temps. En fait, tout ne fonctionne pas toujours, tout n'est pas toujours parfait, mais c'est pas grave, on avance quand même. C'est aussi ça, je pense, qui permet de réussir. On n'est pas parfait ni à la maison ni au travail, mais en réalité, personne ne l'est et ça fonctionne quand même. Vous avez pris du recul déjà, vous travaillez depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu évident récemment et vous vous êtes dit, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait quand même bien arrangé? Je pense que c'est l'exemple que je citais tout à l'heure sur ces partenaires. Je pense que si j'avais su au tout début de ma carrière à quel point il est important d'aller demander de l'aide, de partager ses difficultés. Pendant très longtemps, et c'est peut-être une révélation un peu moins forte que la question que vous posez, mais pendant très longtemps, j'ai considéré comme une faiblesse d'expliquer les difficultés que je pouvais vivre, alors que c'est un énorme accélérateur de carrière en réalité. Alors évidemment, il faut le faire, faut demander de l'aide à la bonne personne, au bon moment, pas trop tard. Il faut évidemment demander cette aide après avoir fait le maximum pour réussir dans les missions qu'on nous confiait.
mais c'est un énorme accélérateur pour apprendre et c'est un énorme accélérateur pour se créer un réseau. Parce que finalement, dans une grande entreprise, les difficultés, elles sont partout. Chaque collaborateur vit souvent la même chose, a ses propres difficultés. Et en demandant de l'aide, on ouvre aussi la possibilité à nos collaborateurs, à nos interlocuteurs, de demander eux-mêmes de l'aide et d'être à leur disposition. Encore une fois, on facilite la collaboration, on facilite l'échange, on avance ensemble plus vite et sa carrière personnelle, elle s'en trouve renforcée en réalité. Plus qu'affaiblie, elle est accélérée, vraiment. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous aimeriez donner, alors et peut-être plus particulièrement aux jeunes filles qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Alors, oui, il y a un conseil en particulier. Alors, j'aurais même peut-être pu répondre ça à la question précédente aussi, c'est aux jeunes filles en particulier, c'est ne doutez pas. Alors la citation de tout à l'heure n'était pas du tout de Simone Veil, je crois qu'elle devait être de Françoise Giroud plus tôt. Là, je vais pas me tromper non plus. Là, ça devait être le pape Jean-Paul II qui disait ça. N'ayez pas peur. C'est une phrase qui a beaucoup circulé. Oui, en fait, c'est vrai. N'ayez pas peur. Et c'est une phrase que parfois mon manager a pu me dire, donc et que je retiendrai et que vraiment je donne comme conseil. N'ayez pas peur. N'ayez aucun doute. Les jeunes hommes en ont moins que les jeunes filles. Vos idées, elles sont bonnes. Vos propositions, si vous avez des propositions à faire, faites-les. Demandez à ce qu'on vous écoute. N'ayez pas peur d'apporter votre singularité à l'entreprise, d'apporter votre énergie, d'apporter vos idées. On attend de personne dans une entreprise d'être un simple exécutant d'une mission qu'on nous confie. Au contraire, chaque personne est un contributeur. Et en tant que jeune fille qui démarre sa vie professionnelle dans une entreprise, voilà, vraiment affirmez-vous, ne doutez pas, ne vous sentez pas illégitime. Au contraire, soyez vous-même. Vous avez beaucoup à apporter à l'entreprise, quelle qu'elle soit. Merci pour ce conseil. Je reviens vers vous et votre carrière, et votre trajectoire professionnelle. Comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer et pour tenir dans la durée? Je fais du sport dans la nature. Alors, les deux sont importants. Pour me ressourcer, j'ai vraiment besoin d'aller dans la nature, dans la forêt, vous respirez le grand air, toucher des plantes, des arbres, voilà, être loin de la ville ou être loin, en tout cas, de ce quotidien d'entreprise, de numérique, et de me dépenser, courir, faire du VTT en forêt. C'est des choses qui me font énormément de bien. Et le week-end, c'est la première chose que je fais. 2 dernières questions. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société? Oui, je le suis. D'abord parce que je suis optimiste, tout court. Je crois en l'homme. On se plaint toujours beaucoup, mais il y a énormément de choses très positives sur lesquelles on met moins le regard. Et ensuite, en l'évolution de la place de la femme, oui. Oui, parce que parce que j'ai des enfants, des filles au collège, au lycée, et que je vois la façon dont elles font évoluer. Enfin, je vois la différence entre leur monde et le mien, et je pense qu'on peut leur faire confiance à cette jeune génération. Évidemment, cette génération, elle fera ses erreurs aussi, et ça avancera sans doute moins vite qu'on ne l'espère, mais ça ne peut qu'avancer. Et c'est d'ailleurs pas uniquement grâce aux jeunes filles. Les hommes et les femmes de la future génération vont faire avancer ce sujet-là, ensemble. J'en suis certaine. Et quel est votre prochain défi professionnel? Ah, c'est une bonne question. Mon prochain défi professionnel. Ça peut être celui de demain, ou ça peut être celui dans un an. Alors, on va commencer par celui de demain. Mon prochain défi professionnel, là, avec celui que je vis, j'ai découvert un nouveau monde. Je travaillais dans le monde de la data, mais appliqué aux médias. J'ai découvert celui de la data appliquée au marketing. Je
pense que mon prochain défi professionnel, ce que j'aimerais qu'il soit, ce serait, et c'est celui de demain, c'est de réussir à me détacher de mon expertise. Finalement, ça m'a porté avoir cette carrière, ces compétences scientifiques, c'est aussi ce qui m'a rendue légitime dans ma carrière professionnelle, pour devenir davantage une dirigeante et moins une experte, c'est-à-dire avoir un rôle de direction qui ne repose plus uniquement sur ma légitimité scientifique. En France, les carrières scientifiques, elles sont très valorisées. Ça m'a beaucoup aidée. Voilà, ce que je veux pouvoir maintenant, et ça va être mon quotidien, ça doit être mon quotidien pour les prochaines années, c'est me positionner davantage comme une dirigeante. Et vous avez un autre projet professionnel à plus long terme ? Non, parce que je me laisse aussi... je savais que je voulais travailler dans les médias quand j'ai commencé, mais je me laisse aussi... En fait, je ne donne pas de direction à ma carrière parce que je reste influencée volontairement par les rencontres que je peux faire. Et donc, je pars du principe que tout peut être intéressant, tout peut être un projet professionnel. Et c'est les rencontres que je fais au quotidien qui finalement m'aiguillent vers une idée, vers une entreprise, vers autre chose. C'est ce qui fait que dans le groupe Publicis, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait des rencontres. Mon manager, pendant des années, m'a guidée, m'a fait évoluer, m'a offert des possibilités qui étaient le résultat du hasard de mon parcours et du hasard de mes rencontres. Et je compte bien poursuivre sur cette voie-là et me dire, et je pense que c'est utile aussi, que rien n'est impossible et que rien n'est inaccessible. C'est très clair. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage, ce partage de votre parcours. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.